Antonin Artaud, le texte. Jean Paulhan a dit « Le moins qu'on puisse dire d'Artaud, c'est qu'il ne s'est jamais avoué vaincu. C'est que l'érosion de la pensée, la ruine et la folie même le rejetaient plus sûrement à cette redoutable station intérieure qu'il s'agit, pour nous tous, de mûrir, à ce point mort, mais rayonnant, où l'être pourri rassemble ses vertus. Je ne sais quel empereur disait qu'il existe 3 soleils, dont le premier seul est visible. Je n'ai jamais douté qu'Artaud ne vit à son gré le second. 1975, en compagnie d'Antonin Artaud, Roger Vrigny. Essayons d'approcher l'œuvre, non pas pour l'analyser, mais pour en faire une description. Et là, je me tourne vers Paul Thévenin. Paul Thévenin, témoin privilégié qui peut seul, à mon avis, nous donner les points de repère indispensables dans cette recherche. Je sais du reste, Paul Thévenin, que vous n'aimez pas cette dénomination de témoin privilégié et que même vous la récusez. Il n'y a pas de témoin privilégié. Je l'ai dit 1000 fois, les témoins sont toujours de faux témoins et quand on vérifie un témoignage par rapport aux textes et aux traces écrites de l'époque, on trouve toujours une erreur dans le témoignage, presque toujours. Si vous me dites que je suis privilégié, c'est parce que depuis très longtemps, je n'ai cessé de me préoccuper de l'œuvre d'Artaud, presque seulement de l'œuvre d'Artaud, je n'ai presque lu que ça, depuis que j'ai connu Artaud. Et le texte d'Artaud pose des questions telles qu'il me semble qu'on devrait parler de son texte plus que de sa personne. Donc, qu'il n'y a pas à être témoin de telle ou telle période de sa vie. Ça a, somme toute, peu d'importance actuellement. Quelle est la raison, à votre avis, qui fait que, finalement, on ne parle presque jamais du texte d'Artaud, mais qu'on parle presque constamment, en revanche, de l'homme où tout le monde a sa petite histoire à raconter sur tel ou tel de ses faits, ou sur telle et telle de ses actions? D'une part, il y en a tout de même qui ont parlé du texte d'Artaud. Blanchot, pour les premiers textes, ceux de pour les lettres à Jacques Rivière, avec Rivière. Derrida a tout de même fait un travail assez remarquable qui se trouve dans l'écriture et la différence sur les textes d'Artaud. À une certaine époque, le groupe de tel quel aussi a fait un travail d'approche. Bon, ils ont depuis fait déraper un peu ce travail d'une certaine façon, puisqu'ils ont voulu assimiler le concept de révolution culturelle avec le texte d'Artaud et celui de Bataille. Du reste, ce couplage Artaud-Bataille qu'on a fait aussi systématiquement et assez journalistiquement n'a pas beaucoup de sens. Bon. Oui. Mais si on ne parle pas beaucoup du texte d'Artaud, c'est parce que le texte d'Artaud pose de telles questions qu'il est plus facile de parler de l'image superficielle que peut donner Artaud. Par exemple, il y a le problème essentiel qui est l'internement. Alors disons que c'est plus simple de vous montrer le poète maudit, fou, sorti de Rodez, traînant aux terrasses du Flore, des Deux Magots ou dans les fonds du Bar-Vert, que de regarder de près l'histoire qui se joue dans les tomes, par exemple, 10 et 11. Et déjà, avec les lettres à Parisot qui se trouvent décalées dans le tome 9. Il n'y a rien d'autre qui lui soit comparable, à mon avis. Vous pouvez justement nous dire, selon vous, quelle est cette vraie histoire? Je ne peux pas vous le dire comme ça, parce qu'il faudrait travailler encore beaucoup pour la tirer au clair. À vrai dire, je dis qu'elle pose des questions essentielles. Si je dis qu'il n'y a rien de comparable, c'est que je pense, par exemple, on fait souvent la liste des poètes fous, Hölderlin, Artaud, Van Gogh, Nietzsche. C'est facile d'aligner des noms comme ça. Bon, mais prenez le cas d'Hölderlin.
Il y a les poèmes de la folie, nous savons tous cela. La notion de folie est aussi quelque chose qui est à revoir, et probablement à partir des textes d'Artaud. Mais à partir du moment où Hölderlin a basculé, il a basculé, mais il n'est pas revenu d'un autre côté. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire d'Artaud, c'est que même si on admet qu'il a basculé quand il était à Villévrard, eh bien, il est revenu d'un autre côté. Et il a été son propre témoin. C'est lui-même qui a dessiné cette espèce d'aller-retour. C'est parce que je ne crois absolument pas à la thèse qui veut dire qu'on l'a guéri par les électrochocs. Ça, c'est faux. Il y a une espèce de domination, enfin, de maîtrise de sa propre faille. Je ne vois pas d'autre exemple. Enfin, si vous pouvez me dire qu'il y a un autre exemple avant ça. Et c'est pourquoi, Henri Thomas, il me semble qu'il est impossible de ranger Artaud dans une histoire littéraire. Je veux dire qu'on ne peut pas considérer une œuvre simplement du point de vue littéraire, le mettre dans un chapitre comme on mettrait les autres auteurs dans le chapitre d'un livre. Oui, il serait possible de le faire en considérant uniquement le langage. Le langage, oui. La composition des œuvres d'Artaud. Artaud composait. Artaud était formé par une immense lecture, par une immense méditation sur le mot. Il était très lié avec Jean Paulhan et il suivait très bien cette sorte de réflexion sur le langage. Oui, mais on a l'impression quand même qu'il n'a jamais douté de la littérature, je veux dire, du pouvoir de ces mots pour exprimer finalement soi-même. Les mots étaient devenus quelque chose de tellement vivant pour lui qu'il ne pouvait pas en douter. Il se battait avec. Mais il avait une exigence qui était quand même littéraire. Ce n'est pas péjoratif de dire littéraire. Dans ses lettres à Jacques Prével, il n'est jamais content des poèmes de Prével. Il dit qu'il faut serrer. C'est pas assez intense. Il parle comme un maître. Oui, exactement. Et c'était un juge impitoyable des manuscrits qu'on lui donnait. Il les jetait. Jamais il n'a approuvé quelque chose de médiocre. Il s'était laissé prendre à quelques collaborations qu'il vomissait plus tard, mais jamais il ne s'est trompé. Collaboré avec Henri Pichette, par exemple. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Le fait est que ça s'est gâté assez rapidement. Oui. Je crois me rappeler un passage où il exprime une sorte de refus a posteriori de mais même, cette collaboration. Même pour des choses qu'il avait beaucoup aimées, comme Victor, les enfants au pouvoir, il trouvait que ce n'était plus ça. Évidemment, de ce point de vue, Artaud entre dans la littérature. Mais Artaud mettait la littérature si on peut dire, oui, au service comme un esclave, comme quelqu'un qu'on fouette, qu'on fait turbiner à mort, au service du salut personnel. Un étrange salut d'ailleurs, qui passait à travers le néant, qui apprivoisait le néant. Mais évidemment, Artaud dépassait la littérature comme le dernier Tolstoï. Mais il y a quand même une évolution dans son œuvre, me semble-t-il, parce que si l'on prend des textes comme Héliogabale ou les Tarahumara, ce sont des textes très écrits, presque au sens même du discours. C'est une admirable langue. Et puis, soudain, vers la fin, et je pense notamment au dernier poème, ça aboutit finalement à des sortes de haïkai, à des mots l'un après l'autre très mesurés, très choisis, et qui ont l'air de rompre avec cette veine quand même très lyrique qu'il a animée tout au long de sa vie. Oui, à la fin, Artaud oscillait entre deux pôles complètement hostiles. Ce que vous appelez le haïkai, Artaud l'appelait l'aphorisme. Il a écrit de véritables aphorismes, aussi bien, aussi nets, aussi forts que du chant fort, ou tel l'homme du XVIIIe siècle. Ce matin, moi qui ai tout inventé, j'ai pour la première fois compris la différence entre une sensation et un sentiment. Dans la sensation, on prend ce qui vient. Dans le sentiment, on intervient. Et puis d'autre part, entre d'autres haïkai imaginaires. Alors cela, vous savez, ces syllabes, il les chantait, il les psalmodiait, il les hurlait, il les rythmait surtout. Et ce qui est très net dans cette dernière variété, c'est le rôle des syllabes inversées. Enfin, il introduit une sorte de cadence dans des petits textes où le sens est dans le rythme. Alors là, je crois que c'était des conjurations. Il se mettait à les déclamer au milieu d'une grande souffrance.
Pierre Auster. Mais il semble, Henri Thomas, que vous ayez une difficulté à nous parler de l'écrivain Antonin Artaud d'avant la guerre. Comment lisez-vous aujourd'hui les textes que Artaud a écrits avant que vous ne le rencontriez ? Parce qu'il y a un Artaud extrêmement organisé qui prépare son voyage et qui là-bas écrit des articles, qui lui rapporte de l'argent. Ces articles, on les lit avec beaucoup d'étonnement parce que c'est un homme, en quelque sorte, adapté à l'image. Je dis bien adapté à l'image qu'il se fait de lui-même. Mais enfin, c'est cohérent. Il y a un Artaud qui existe, qui voyage, voyager étant une entreprise difficile, et qui obtient même la complicité des autorités. Il a un papier de l'Alliance française, il a su prendre un bateau à Hambourg, si je ne me trompe, aujourd'hui. Et personne ne veut nous parler, à nous qui n'avons pas connu du tout Artaud, personne ne veut nous parler de ce personnage, beaucoup moins proche de la démence que celui que vous avez connu, fréquenté et aimé. Oui. Comment lisez-vous les textes les plus anciens ? Je ne les lis pas sans penser à Artaud tel que je l'ai connu, car il en parlait de ces textes-là, et il les désavouait. Ah, il les désavouait. Cela n'est pas dit dans l'édition. Le mot désavouer n'est pas... Il désavouait les messages révolutionnaires qu'il adressait à Mexico. Cela, pas, mais il désavouait, aux Mexicains, il négligeait tout ce qu'il avait écrit, tout simplement pour de l'argent. Par exemple, Héliogabale, dont vous parliez, il ne pas l'entendre parler, il disait c'est une commande. De même sa traduction du moine de Lewis. Et des articles aussi. Il avait le plus grand, je n'offense personne, le plus grand mépris pour le journalisme. Quand on le lit maintenant, c'est peut-être d'ailleurs de là que vient le malentendu, il me semble qu'il apparaît à un lecteur qui n'a pas connu cette époque comme quelqu'un de profondément solitaire, dont le chemin est vraiment celui de la solitude. Il n'écrivait pas pour s'isoler, il écrivait pour entrer en communication avec des vivants, ou des gens qu'il supposait vivants, parce qu'Artaud se maintenait dans un monde où les gens ne mouraient pas mais disparaissaient, étaient dérobés, étaient victimes de substitution. Il disait, j'ai rencontré André Breton, ce n'est pas lui, on en a mis un autre. Et c'était profondément vrai. De sorte qu'il communiquait autant avec des morts qu'avec des vivants. Ses filles, celles qu'il appelait ses filles, Nénéka, des filles du feu, disons. Et je crois que l'amour des autres, ce besoin de communication, n'est pas forcément contradictoire avec l'état de solitude. Marthe Robert. Sa solitude, elle était inimaginable, certainement, à cause de la souffrance qu'il n'a jamais quittée, je crois, depuis sa plus petite enfance. Ce que cet homme souffrait, je crois qu'on pouvait en toute petite partie l'imaginer quand on vivait un petit peu près de lui, à certains moments où vraiment on sentait que son corps se défaisait à force de sensations intolérables. Il souffrait, je crois, de tous côtés, vraiment. Donc, à cet égard, sa solitude était totale. Et aussi parce que Antonin Artaud n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait partager des idées. On ne partageait rien avec Antonin Artaud. On le recevait. Et parfois même, on subissait un ascendant que même si on n'est pas porté spécialement à la mystique et au mysticisme, ce qui est mon cas, il y avait effectivement quelque chose d'assez inquiétant. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, Pierre Auster, à la description de l'œuvre, évidemment, avec l'aide de Paul Thévenin. Est-ce que nous pourrions maintenant montrer, en quelque sorte, comment se présente l'édition elle-même, puisqu'il s'agit d'une édition critique, dans le sens étroit du terme. Il n'y a pas de commentaires, il y a des articles de journaux ayant trait à certaines lettres, il y a d'autres lettres que celles d'Artaud lui-même, il y a des renseignements de toute nature, et en quelque sorte, c'est toute une époque qui revit quand même, grâce au travail qui a été fourni aux éditions Gallimard. Je suppose que l'édition a été conçue de la façon suivante. Elle est partie de ce point de vue que la biographie, au sens étroit et conventionnel où on l'entend habituellement, n'apporte rien dans le cas précis d'Artaud, car sa biographie elle-même, il la donne. Ce qu'il veut donner de sa biographie est donné depuis la correspondance à Rivière, ce qui en est l'essentiel, c'est-à-dire la vie ou la non-vie, l'impossibilité à vivre de la pensée. Et
dans toute son œuvre, il donne sa biographie, même quand il s'agit du théâtre et son double. C'est sa vie dans le théâtre. Donc cette édition est partie de ce point de vue-là que la biographie, au sens étroit, au sens habituel, n'apporte rien. Mais qu'il est nécessaire de donner les renseignements ponctuels qui interviennent dans tel ou tel point de l'écriture d'Artaud et qui permettent d'éclairer tel ou tel point qui, sans cela, pourrait demeurer obscur. D'où les articles de journaux, quand ces articles de journaux sont nécessaires pour donner le climat, parce que il est sûr que le texte d'Artaud et dans son époque pose des problèmes sociaux, des questions politiques, et que cela ne se sent que lorsque le contexte est donné, c'est-à-dire quelle était l'attitude de la presse, quelle était la manière dont on voyait Artaud à une certaine époque, quels étaient les correspondants qu'il avait en face de lui. Quels étaient les gens qui prenaient sa défense ou ceux qui l'attaquaient. En effet. D'autre part, il est visible qu'il y a dans chaque volume un certain nombre de textes que les gens appellent d'habitude majeurs. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi dans l'œuvre d'Artaud. Il n'y a ni texte majeur ni texte mineur, mais disons des textes qu'il avait pu rassembler de son vivant en volume. Il constitue le nœud de chaque volume. Ils sont présentés sous cette forme, oui. À cela ont été ajoutés les textes qu'il a publiés en revue à la même époque, qui concernent un peu les mêmes sujets. Chaque fois qu'il a été possible, les lettres retrouvées d'Artaud, qui correspondaient aux textes, disons, centraux, ont été ajoutées. Alors, évidemment, ça a donné une espèce de chevauchement de la correspondance, puisque ce qu'on appelle les obligations de calibrage ont fait que, on ne pouvait pas donner des volumes trop gros. Je trouve que là, on atteint un point très important dans cette publication. C'est-à-dire qu'à côté des textes célèbres, des textes finalement que nous connaissions tous autour de cette table, comme disait, il y a toutes ces lettres qui sont finalement la révélation de cette édition. Ces lettres sont parmi les choses les plus prodigieuses qu'a écrites Artaud. Or, on a l'impression que quand il écrit ces lettres, effectivement, il fait son œuvre comme finalement dans tout ce qu'il écrit. Mais pensez-vous que lui-même en était très conscient de ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il pensait qu'un jour ces lettres verraient le jour d'une manière imprimée? Quand Parisot lui a proposé de publier les quelques lettres qu'il lui avait écrites de Rodez, il l'a lui-même tout de suite accepté. Et il y a plusieurs des lettres Apollon dont il dit « Cette lettre aurait été publiée autrefois par André Breton dans la Révolution surréaliste. Publiez-la, s'il vous plaît. » En effet, dans la Révolution surréaliste, vous trouvez la nouvelle lettre sur moi-même, vous trouvez la lettre à personne dans les Cahiers du Sud. La forme lettre a toujours été privilégiée, dont, à vrai dire, le destinataire importe relativement peu. Assez peu. Il y a quelques cas, Génica Athanasiou, par exemple, était Génica Athanasiou, d'une certaine façon, la personne et ses rapports avec Artaud interviennent plus que lorsqu'il s'agit de Peter Watson. Oui, de Peter Watson, qu'il ne connaissait pas, ou à peine. Alors c'est vraiment la littérature anti-intellectuelle. C'est la littérature malgré elle, presque. Vous pourriez presque dire que l'œuvre d'Artaud, c'est l'anti-œuvre. C'est une autre des questions que pose cette œuvre. Et ça n'est pas prêt non plus d'être commenté de façon... satisfaisante. Non, à mon avis, satisfaisante, non, parce que, je vous dis, les questions sont absolument infinies. C'est le contraire d'une œuvre. Et en même temps, c'est tout de même une œuvre. Paul Thévenin, vous refusez la qualification de témoin privilégié. Vous avez tout de même été témoin d'un événement. C'est l'enregistrement à la radio d'un texte d'Artaud par Artaud lui-même pour en finir avec le jugement de Dieu. Alors j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Ça se passait de manière assez simple, vous savez. L'idée était venue de Fernand Pouet. Il pensait qu'il pouvait donner un micro à Artaud et que ça se passerait très bien, qu'il pourrait dire ce qu'il voudrait. L'expérience et la suite des événements a montré qu'il s'est trompé.
Mais Artaud a tout de suite accepté, parce que quand il est revenu de Rodez, il a toujours voulu avoir le plus grand public possible. Les petites plaquettes tirées à 50 exemplaires, ça ne l'intéressait pas. Il aurait accepté au fond fort bien d'être publié dans... Est-ce que François existait, oui, à l'époque? Oui. Il aurait trouvé ça tout à fait normal. Le Canal lui importait peu pourvu qu'il y ait le plus grand nombre de lecteurs possible. Il considérait donc que son histoire, d'une part, appartenait à tous et pouvait enseigner quelque chose à tous. Il n'avait, du reste, pas tort, à mon sens. Donc il a tout de suite accepté de faire cette émission, parce que cette émission correspondait à un grand nombre d'auditeurs. Ce qui lui a paru évidemment le plus important, c'est de lire des textes où il disait ce qu'il avait à dire. C'est une expression qui revenait souvent chez lui. J'ai beaucoup à dire. J'ai appris hier. Il faut croire que je me retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportent entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines, et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, et par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinés à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie humaine
un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activités nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire. Et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement ou le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature que la guerre et qui la guerre n'a jamais connu que la peur. Et la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce faisant, c'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés. De là, ce sperme auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas. Les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes
qui les conduisait. Paul Thévenin, vous qui avez participé à cet enregistrement, j'aimerais que vous nous disiez comment cela s'est déroulé. Une grande partie du travail a été de dicter à la secrétaire de Pouet, j'étais présente, un grand nombre de textes. Tous, malheureusement, n'ont pas pu être utilisés. Après quoi, il y a eu 3 ou 4 séances d'enregistrement, une fois les textes choisis, une fois les interprètes choisis. Dont vous? Dont moi. J'étais très maladroite, mais ça, c'est autre chose. Enfin, Artaud m'avait fait travailler. Colette Thomas devait y participer au dernier moment. Elle n'a pas voulu. Maria Cazares l'a remplacée. Elle avait très très peur et Blin l'a fait travailler un petit peu avant, je crois. Mais ça s'est passé extrêmement simplement. Artaud a demandé un certain nombre d'instruments de musique, des gongs, des xylophones, des tambours, des grosses caisses. Et il a lui-même, de manière empirique peut-être, composé, si vous voulez, la musique et le bruitage. Il a enregistré avec Blin un certain nombre de parties en glossolalie, employant ce terme puisque c'est Jacobson qui l'emploie. Ce sont des syllabes qui ne correspondent pas à des mots connus. Et il appelait ça la cage aux singes. Plus un cri extrêmement, là il l'a fait lui-même, extrêmement prolongé. Il a voulu avoir une caisse de résonance et ça a été fait dans l'escalier de la rue François Ier, oui. Et du reste, c'est toujours alors un phénomène assez surprenant parce que quand on voyait le personnage d'Artaud tel qu'il était après 9 ans d'asile d'aliénés, une maigreur absolument hallucinante, il n'avait plus de dents, on ne pouvait pas imaginer que ce corps avait une pareille force et pouvait être capable de pousser de manière délibérée et tout à fait consciente et dirigée des cris pareils. Cette œuvre, qui n'en est pas une au sens traditionnel du terme, comme Paul Thévenin, vous venez de nous le dire, eh bien, cette œuvre, comment la recevoir aujourd'hui? C'est ici que peut reprendre notre discussion et que nous rejoignons l'état de gêne dont vous, Marthe Robert, vous nous parliez. Au fond, Pierre Auster, je crois que c'est une gêne engendrée par le respect. Oui, bien, parce que le respect qui entourait Antonin Artaud à cette époque-là, on ne le retrouve pas aujourd'hui dans le respect qui nous anime à son endroit. Les braves gens de l'époque, ma foi, ont été suivis par d'autres braves gens que nous sommes. C'est-à-dire, nous n'avons pas du tout l'intention de suspecter chez Antonin Artaud le moindre élément de comédie. Oui. Nous sommes des adeptes. Des adeptes. Voilà, justement. Peut-être que les choses ont tout de même un petit peu changé, car cette littérature dont nous parlons, ce monde vraiment très fermé, si fermé qu'à l'époque, je n'ai jamais pensé pour ma part qu'il pourrait avoir une communication quelconque avec une postérité quelconque 25 ans après. C'était tout simplement inconcevable. Ce monde fermé,
c'est maintenant de l'histoire. Et Antonin Artaud aussi est de l'histoire, si vous voulez. Mais d'une manière assez particulière. Voyez-vous, quand il est revenu de Rodez, il est vrai que nous l'entourions d'une espèce de respect, de vénération sacrée. C'est vrai. Il y avait dans son apparition même quelque chose qui le commandait et qui nous ôtait, il faut bien dire aussi, presque tout sens critique. Je me souviens que un jour, quand Antonin Artaud m'a lu pour la première fois Artaud, le Momo, qu'il venait d'écrire, peut-être à moitié chez moi, à moitié chez d'autres amis, il allait un peu partout dans le quartier, on habitait tous le quartier. Quand il m'a lu Artaud le Momo, que voulez-vous dire sur Artaud le Momo? Et Antonin Artaud m'a dit, eh bien mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit, Antonin Artaud, rien. C'est comme si j'avais reçu un coup de marteau sur la tête. Je n'en pensais rien, vous comprenez. Il n'était pas question d'avoir un jugement critique au sens ordinaire du mot, même pour des gens assez portés à la critique, comme je le suis en général. Mais c'était pas comme ça qu'on pouvait recevoir un poème d'Artaud. Or, ça, tout de même, je crois qu'il est bon de dire que nous n'en sommes plus là. Maintenant, toute la vénération qu'on porte à cette extraordinaire figure qui a été à la fois si proche de nous et si lointaine finalement, parce que on n'approchait pas Antonin Artaud. On ne l'approchait pas. Et d'ailleurs, il ne le souhaitait pas. De temps en temps, Antonin Artaud, avec une malice dont on ne savait pas si elle était méchante ou simplement malicieuse, vous demandait tout d'un coup, ce petit bonhomme qui était cette nuit dans la cheminée et qui se frottait le ventre en me regardant, eh bien vous, mon enfant, est-ce que vous l'auriez vu cette nuit? Bon, eh bien, c'était vraiment le comble de la malice, car il savait très bien, celui qui à ce moment-là se serait avisé de répondre, mais certainement, je crois, ou pourquoi pas, il existe sûrement, enfin, ça aurait été très mal reçu. À ce moment-là, on ne pouvait que lui dire la vérité. Moi, je lui ai dit, je ne crois pas que j'aurais vu le petit bonhomme qui se frottait le ventre dans la cheminée, parce que je ne crois pas avoir les mêmes dispositions que vous. Et je crois qu'en revanche, vous le voyez. Donc maintenant, tout de même, si vous voulez qu'on n'ait plus sous le coup de la fascination immédiate du personnage, de toute cette... oui. Et du personnage et de son œuvre, oui. Parce que n'oublions pas qu'il l'a créé à mesure, sous nos yeux, dans une conversation. C'est ça le plus extraordinaire. Peut-être Antonin Artaud ne changeait pas de manière d'être et de manière d'écrire selon les conditions dans lesquelles il était. Il écrivait comme il parlait comme il écrivait, il jouait comme il vivait, et il vivait constamment son théâtre. On ne pouvait rien distinguer là-dedans. Il avait basculé d'un seul coup dans le poème d'Artaud, c'est-à-dire quand il ne l'écrivait pas, il le parlait, quand il ne le parlait pas, il le mimait. Il le dansait. Absolument, il n'y avait jamais de pause. C'était une création continue, sans pause, qu'on peut même pas appeler création, parce que ça ne correspond à rien à ce que nous envisageons comme étant le processus créateur. Oui, mais il travaillait en même temps, puisque l'édition nous donne justement les multiples variantes de textes comme... Oui, mais attention, il y a des origines de variantes. Je me souviens avoir assisté à une origine de variante qui était par exemple celle-ci. Je crois que c'était Georges Lambrix, auquel il avait donné un poème, et ce poème était strictement indéchiffrable. Alors nous étions ensemble au Flore pour lui faire déchiffrer son poème. C'est-à-dire nous avions du papier, puis il lisait son poème, mais à un moment donné, parce qu'il a vu passer une femme enceinte, je crois, sur le trottoir ou quelque chose comme ça, il a dévié du poème original et il a dicté autre chose. Voilà. Autre chose. Ce qui faisait deux poèmes. Mais si vous regardez de très près les variantes, vous vous apercevrez également qu'il y a un travail proprement littéraire. D'ailleurs, il dit lui-même à Prevel qu'il lui avait fallu réécrire 30 fois. L'introduction au théâtre de la cruauté. L'introduction au théâtre de la cruauté. 30 fois, c'est pas un maximum. Mais ça, c'est un beau chiffre. Certain qu'Antonin Artaud travaillait ses textes. Donc il avait peut-être une double manière de procéder. Il y avait peut-être une manière extérieure, en quelque sorte, et amicale. C'était une façon de vous faire participer à son génie. Oui, cependant... Génie il y avait, mais il y avait peut-être d'autres périodes un peu plus souterraines où il s'exprimait comme tout écrivain avec du papier. Oui, parce qu'il y a eu quand même cette création d'un langage Artaud, on peut dire, qui ne relevait pas, par exemple, de l'écriture automatique, enfin, ou de l'automatisme. De la même façon qu'il voulait faire naître Artaud, il faisait également naître la poésie d'Artaud, ou le poème d'Artaud, par un travail, parce que son écriture, ce n'est pas la transcription d'une pensée, mais c'était une pensée qui se faisait par le langage lui-même. Même dans ces mots qu'il inventait, ces glossolalie, il y a un travail proprement littéraire. Il cherchait à définir, à trouver des rythmes. Bien sûr, mais il n'empêche de la force sur autrui. Mais il n'empêche que le travail qu'il accomplissait
ne se faisait pas, je crois, si vous voulez, au fond, il travaillait son poème jamais à froid. La fièvre ne l'abandonnait pas. Et il retravaillait son poème dans la fièvre. Et pour vraiment voir ce contact, je crois, avec Artaud, enfin, il y a une scène dans le journal de Prevel qui est très explicite. C'est quand Prevel va le voir à Ivry, et que Artaud se livre à son poème danser, n'est-ce pas, en tapant, en émettant des sons oui, qui ne veulent rien dire. Et Prevel est tellement fasciné que Prevel se met lui aussi à danser une sorte de danse du scalp à la suite d'Artaud, c'est-à-dire à entrer dans le poème d'Artaud. Il y a des rapports, Henri Thomas, extrêmement curieux entre Artaud et la sexualité. Oui, ils sont curieux et en même temps ils ne sont pas compliqués, si on veut. C'est un refus total qui apparente Artaud véritablement à des sectes de gnostiques. Il y a chez lui une détestation de tout ce qui ressemble à un contact charnel qui s'exprime 100 fois, oui, un contact, dans les lettres de Rodez. Le contact charnel n'est qu'une partie de la sexualité, c'est un refus de l'influence sexuelle. Artaud se sentait menacé par des êtres qui perchaient au Tibet ou au centre de la Terre. Également dans le 16e arrondissement, près de chez M. Griot de Givry, qui d'ailleurs était mort en 1929. Par exemple, il prétendait, il se passe dans Paris des choses immondes, disons le mot, des partouzes, pour étouffer Antonin Artaud à distance. On m'empêche de travailler. Et également des repas où les gens se gavaient d'aliments. Il mettait en garde moi-même, il me disait, Henri Thomas, prenez garde aux gens qui déversent sur vous leur tiroir fluidique. Et j'avais grand peur des tiroirs fluidiques, je n'avais pas tort d'ailleurs. C'était un monde d'influence, disons, magique. Artaud n'aimait pas beaucoup la magie, naturellement. Mais en 1945, il abandonne ce qu'il appelait cette doctrine de la chasteté. Tout d'un coup, il y a une lettre à René de Solier où il dit « J'en ai fini avec Dieu, j'ai enfin trouvé le moyen de m'exprimer autrement ». Mais en fait, dans sa vie, il est resté hostile à ce que vous appelez, vous, l'influence sexuelle. D'abord, écoutez, Artaud était un squelette ambulant à la fin. Il se maintenait par une prodigieuse énergie psychique, mais il n'était pas question de vie sexuelle. Mais il avait un sens aigu de la beauté. Il aimait être entouré de belles jeunes filles, de belles jeunes femmes. Arrangez ça comme vous pourrez. Il lui fallait de la beauté. Il n'aurait jamais aimé une vieille sorcière. Et je crois que tout ça est tout de même très cohérent, finalement, Henri Thomas, parce que l'amour de la beauté est justement en contradiction avec l'existence du mal. J'en reviens toujours à cela. Pour Artaud, il y a un mal. Pour Artaud, mais je veux dire que pour la création, il y a un mal. Il y a un mal dans la création. C'est cela aussi qu'il ressentait profondément. De même qu'il y a cette espèce de vase communicant entre tous les actes des êtres, et que l'on est autant menacé par ce que les autres font que par ce que nous faisons nous-mêmes. Et ça me paraît non pas du tout un signe de folie, mais un signe d'une espèce de raison supérieure qui est bien plus grande que toutes les folies. Oui, et à propos justement de la beauté des êtres beaux, des êtres jeunes, des enfants, Artaud avait un art de parler aux enfants qui était extraordinaire. Eh bien, la beauté, il avait peur pour elle. Il voulait qu'elle soit sauvée. Or, elle est massacrée dans la vie sexuelle. La beauté n'a rien à voir avec la sexualité. Et il avait horreur de ce qui supprime l'unique. Mais dans l'œuvre d'Artaud, tout est ressenti, tout le monde qui l'entoure, lui-même, son corps, tout lui est ressenti comme insupportable. Vous parliez de douleur physique tout à l'heure, mais il y a une douleur complète vis-à-vis de la création et vis-à-vis de lui-même. Oui, elle avait commencé très tôt. Vous savez, à 17 ans, Artaud a souffert beaucoup de troubles sur lesquels aucun médecin même, je crois, ne peut se prononcer puisqu'on n'a pas les données. Mais il disait, dès l'âge de 17 ans, j'ai perdu de grands pans de l'euphorie primitive, c'est-à-dire de la vie. Et alors il les remplaçait comme il pouvait. Il faut bien dire une chose, Artaud ne faisait aucune propagande pour la drogue. Il mettait en garde les gens. Il disait, moi, j'ai perdu une partie de mon existence.
Je suis obligé d'avoir recours à ceci. Il y a peut-être une plante quelque part au monde qui me rendrait la vie. Mais s'il avait gardé cette euphorie primitive, c'était parfait. Il aurait été au VIe siècle grec. Il a essayé plusieurs fois de se désintoxiquer. Jean Paulhan a payé une cure. Il a essayé de se désintoxiquer pendant le voyage en bateau en direction du Mexique. Et il échouait. Il est mort dans la drogue, si je puis dire, c'est-à-dire dans la douleur. Le médecin lui-même lui administrait le plus possible. Vous savez, avec un cancer qu'on n'avait pas diagnostiqué à temps, bien sûr, il n'y avait pas d'autre remède, il n'y avait pas d'autre palliatif. Et alors, il avalait de l'opium et se mettait à travailler. J'ai remarqué que chez beaucoup d'intoxiqués, c'est une paralysie de la volonté de créer. C'est Artaud. Il est venu une fois chez moi, il me dit, avez-vous un compte-gouttes? Je cherchais un compte-gouttes. Il avait une petite fiole de laudanum. Je me retourne, il avait avalé toute la fiole. Il me dit, je bois des ombres. Puis il est resté silencieux et une demi-heure après, il s'est mis à me parler. Une sorte de rêve éveillé qui était extraordinaire. Et puis à écrire. Marthe Robert. Alors là, nous entrons, si vous voulez, dans le domaine du contenu de son œuvre. Et je trouvais très intéressante votre question tout à l'heure, Roger Frigny. Comment peut-on lire aujourd'hui? C'est la question qu'on aurait dû se poser pour les surréalistes, si justement les surréalistes, eux, n'avaient pas fait une œuvre. Mais pour eux, la question se pose pas. Elle se pose en effet pour Antonin Artaud. Et à ce sujet, eh bien, j'ai peut-être un fait à mentionner qui est significatif. Il y a un jeune Américain qui connaissait à peine le français et qui est tombé, il y a déjà quelques années, comme ça, on peut dire qu'il est tombé par hasard sur des livres d'Antonin Artaud. Imaginez, à Philadelphie, un étudiant en psychologie, je crois bien, et qui tombe littéralement sur des poèmes et des livres, le théâtre et son double peut-être, je ne sais pas, il y a toujours des poèmes aussi de la fin de sa vie, et qui alors, et c'est ça qui est, si vous voulez, troublant, qui est curieux, il ne sait rien. Encore une fois, il sait à peine le français. Il n'a donc rien lu, il connaît très mal toute cette période, peut-être même pas du tout, et il est saisi, littéralement. Et il ne peut plus faire autrement que d'apprendre le français, de venir à Paris, où il est maintenant, et d'écrire un livre sur Antonin Artaud. Je dois dire d'ailleurs, tel que je le vois travailler, ce sera justement un livre extrêmement utile, parce que c'est une vraie biographie. Il fait un travail de recherche que personne d'entre nous n'a jamais fait. Il y a eu une biographie d'Antonin Artaud qui est apparue dans des conditions un peu étranges à la table ronde, si je ne me trompe. De Brault. De oui. Louis Brault. Oui, travail contestable, paraît-il, mais que l'on peut citer à l'occasion. C'est un travail contestable tout simplement parce qu'il n'est pas du tout fondé sur des documents irrécusables, n'est-ce pas? Il y a des périodes entières de la vie d'Antonin Artaud qui sont absolument dans le noir pour nous, n'est-ce pas? Nous ne savons rien là-dessus que ce qu'il a dit. Par exemple, son voyage en Irlande. Nous n'avons absolument aucun témoignage, aucun document. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. L'épisode de Marseille, par exemple. L'épisode de Marseille. Alors là, il est allé en Irlande, il a été dans la prison où Antonin Artaud a été enfermé. Il a été retrouvé l'ambassadeur de France à Dublin, qui était en poste à ce moment-là, pour lui poser des questions, n'est-ce pas, pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous mis cet homme en prison? C'est d'ailleurs très intéressant. Les Irlandais sont extrêmement ennuyés. Ils n'aiment pas du tout. Longtemps. Mais oui, n'est-ce pas, parce qu'ils ne savaient pas du tout qui était cet homme. C'était un vagabond. Il n'était précédé de rien dans ce pays. Il n'avait rien pour lui. Il n'avait pas de moyens d'existence. En plus de ça, il marchait dans les rues en tenant des propos bizarres et apparemment très menaçants. Bon, on l'a arrêté, puis on l'a fait tout simplement rapatrier. C'est très simple et c'est horrible parce que tout est parti de là. Pour ma part, j'ai toujours pensé que si Antonin Artaud n'avait jamais quitté Montparnasse, il n'y serait rien arrivé. À Dublin, c'était autre chose. Enfin, donc, cet ouvrage dont je vous parle va être très utile. Il avait vraiment un travail de recherche que, justement, personne d'entre nous n'a fait, ne pouvait et ne voulait probablement faire à cause, justement, de la fascination qu'Antonin Artaud a exercée sur nous et qui a empêché, au fond, jusqu'à présent, tout travail littéraire sérieux. Vous ne pouviez pas le mettre dans l'histoire. Mais oui, c'est vrai. Et il en existe une sorte de reflet, si vous voulez. C'est que ceux qui ont vraiment vu vivre Artaud ne peuvent plus réellement avoir envers la littérature une confiance, disons, totale. Enfin, il a bouleversé des gens, il a bouleversé ses amis.
Et je sais s'il les martelait, enfin, quelle épreuve c'était. Mais il avait raison, car il en reste un ébranlement qui n'est pas proprement littéraire, qui est moral. Marthe Robert. Pour ma part, je me refuse absolument à faire entrer les thèmes et les schémas affectifs, poétiques d'Antonin Artaud dans une quelconque forme d'idéologie. Parce que ça, je sais qu'il ne le voulait pas. À la fin de sa vie, au moment où il a atteint un degré de lucidité absolument extraordinaire, au moment où il était usé complètement, très malade, nous le savions, nous le voyions, c'est à ce moment-là qu'il a atteint le plus haut degré, si je puis dire, d'intelligence. Il était positivement rayonnant d'intelligence. Et quand je dis intelligence... Et de voyance. Je dis intelligence, justement, parce que la voyance, on la lui accorde. Oui. Mais là, je dis intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Brenner, des derniers poèmes qu'il nous lisait, et qui était justement une espèce de précaution qu'il prenait, précaution poétique, mais précaution intellectuelle aussi, contre toutes les interprétations qu'on pourrait donner de sa pensée. C'est justement une espèce de critique de tous les concepts dans lesquels on serait tenté peut-être de les définir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir définir quelque chose. Les rapports d'Antonin Artaud avec le corps, avec la chasteté, eh bien justement, ils sont uniques en leur genre. Vous leur trouverez partout les précédents. Pourquoi ? Parce que l'âme humaine est faite partout de la même manière, parce que la psyché humaine n'a pas 36 façons de s'exprimer et de se défendre surtout. Car Antonin Artaud s'est défendu. Il a dû se défendre terriblement. Il le disait lui-même. C'était une lutte au couteau qu'il devait mener à chaque instant pour vivre, pour survivre. Alors, par un certain côté, si vous voulez, les idées d'Antonin Artaud sont les plus banales qui soient. Il n'est pas le seul à avoir cru que la sexualité, la dépense d'énergie que représente la sexualité prive un homme de ses forces spirituelles. Il n'est vraiment pas le seul. On a toute une civilisation qui a été fondée sur ce préjugé. Il n'est pas le seul non plus à s'être senti possédé par des forces qui le dépassaient et par des puissances qui étaient pour lui forcément des puissances du mal parce qu'elles le faisaient souffrir. Tout ça se rapporte à la souffrance réelle qu'il avait. Il n'est vraiment pas le seul. C'est la partie la moins originale de son œuvre, si vous voulez, celle qui, au fond, peut être laissée de côté. C'est mon avis. Évidemment, je conçois qu'on puisse avoir une toute autre façon de voir. Mais, à condition de relire, en effet, les derniers poèmes d'Antonin Artaud, parce que c'est là, vraiment, je crois, qu'on pourrait voir, disons, son testament intellectuel, véritablement. Parce que là, Antonin Artaud nous donne vraiment toutes les indications de ce qu'il ne faut pas faire pour le comprendre. Et précisément, le ramener à quelque dénominateur commun que ce soit d'une forme de culture, d'une forme de religion, d'une philosophie de la vie. Ça, vraiment, je crois que là, on lui fait le plus grand tort en le comparant à quoi que ce soit. Je m'explique. La personne d'Antonin Artaud nous renvoie incontestablement au très grave problème du narcissisme du créateur. Antonin Artaud était un très grand narcisse, cela va de soi. Et cela, bien qu'il ait été en même temps un homme extrêmement modeste, très bon, doué d'une bonté de cœur vraiment extraordinaire et discret, qui aimait la discrétion. Et malgré cela, il a écrit pour n'être comparé à rien, je ne crois pas me tromper, en disant que c'était au fond la seule pièce de croyance qu'on pouvait trouver. Il avait quand même foi en lui, et foi en son génie, bien sûr. De même qu'il ne supportait pas le tutoiement, comme il a écrit, vous avez quelque part, pas de copinage avec moi, pas de tutoiement. Il ne supportait pas non plus la comparaison. Radio-Archives de Claire Chancel, en compagnie d'Antonin Artaud, 1975, par Roger Vrigny, Christian Judicelli et Evelyne Schlumberger, avec Paul Thévenin, Marthe Robert, Pierre Auster, Hubert Juin, Henri Thomas et Antonin Artaud, extrait